faire l'appel d'abord du secrétaire du CNC. Ne discutez pas. On va aller ça, tu le fais d'accord, allez, c'est le secrétaire du CNC. Bon, je vais faire l'appel. Alors, Baïza Thierry, présent. Audrey Embert. Présent. Talbigo Jean-Christophe. Présent. Galilée Luc. Présent. Curé Philippe, qui a donné pouvoir à Jean-Christophe Talbigo. Garcia Josépha. Présent. Graine Marcel. Présent. Jiménez Blanc. Nicolas Nouma. Présent. Pelé Marie-Hélène. Présent. Para Séraphin. Présent. Munoz Dominique, qui a donné pouvoir à Sandrine Galambo. Archemont Nicolas. Présent. Galambo Sandrine. Présente. Bouffini Hervé. Présent. Boudé Emmanuel. Présente. Roger. Présent. Carizo Vanessa. Présente. Laurent David. Présent. Agnès Delphine. Présente. Boudjema Bruno. Présent. Le roi Patricia. Présente. Le Jean-François, qui a donné pouvoir à Vanessa Caruso. Et Boinel Charline, qui a donné pouvoir à Patricia Leroy. Défal Simon. Présent. Colombé Patrick. Présent. Estrada Claviva Lisiane. Présente. Falcon de Lucas Chantal, qui a donné pouvoir à Lisiane Estrada Claviva. Charbonnier Bernard, qui a donné pouvoir à Dardé Pascaline. Pascaline Dardé. Présente. Boudard Nicolas. Présent. Aspa Didier. Présent. Et Focas Gilles. Présent. Alors, vous avez l'ordre du jour du conseil municipal. Je vais tout d'abord passer l'approbation du procès verbal de la séance du 29 août 2022. Y a-t-il des observations? Aucune observation, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 3. Information récapitulative des décisions prises par M. le maire. Vous avez les décisions devant vous. Si vous avez des questions, des observations, aucune. Question numéro 4. Jeunesse. Accueil collectif de mineurs de la ville de Mézère, modification du règlement, prise en charge des PAI alimentaires. Et je laisse la parole à Marie-Hélène Pelé. Merci, monsieur le maire. L'objet de la délibération est de modifier l'article 5 du règlement des accueils collectifs de mineurs concernant notamment la prise en charge des enfants disposant d'un protocole d'accueil individualisé, PAI alimentaire, sur les temps méridiens, avec une obligation de fournir un permis repas complet. L'essentiel donc de la modification, par principe de précaution, toute déclaration d'allergie ou d'intolérance alimentaire engendre obligatoirement la constitution d'un projet d'accueil individualisé, le CAPPAI. Et donc, pour être accueilli en ALP sur les temps méridiens, l'enfant disposant d'un PAI alimentaire doit être inscrit auprès du guichet unique via le portail famille, et le repas sera sous l'entière responsabilité des parents, c'est-à-dire le dernier repas, les ustensiles aux besoins et la qualité sanitaire du repas. Ce PAI sera signé par la collectivité organisatrice de la restauration scolaire en fonction des informations et des prescriptions médicales. Et en cas de non-respect de cette démarche, les services municipaux de la ville de Metz déclinent toute responsabilité. Je précise que ces modalités sont déjà mises en œuvre et qu'il s'agit essentiellement de mettre en adéquation le règlement avec les pratiques qui se font actuellement sur la ville. Je demande donc... Je demande au conseil municipal de bien vouloir approuver les modifications ci-dessus indiquées, autoriser monsieur le maire à signer le présent règlement et le charger de son application. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 5. Jeunesse. C'est le principe du transfert de la compétence de l'enfance du CCAS à la ville de la ville et de la création d'un service municipal dédié. Donc je laisse la parole à Madame Galibert. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames, messieurs.
Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1321.1 et suivants, vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 123.4 et suivants et R 123.1 et suivants, vu l'avis du comité technique en date du 12 avril 2022 relatif à l'évolution de l'organisation des services municipaux. Le Centre communal d'action sociale de Metz est un établissement public administratif régi par des dispositions du Code de l'action sociale et des familles qui a pour mission d'animer, de coordonner sur le territoire communal la mise en œuvre des politiques sociales à destination des familles, des enfants, des personnes âgées ou encore de nos concitoyens les plus fragiles. Depuis plusieurs années, la ville de Metz et le CCAS œuvrent ainsi ensemble à l'amélioration du quotidien des Mézois, en apportant de nouveaux services aux familles, à la jeunesse et aux seniors. Un plus grand rapprochement entre ces deux entités est aujourd'hui nécessaire pour conforter tout d'abord le CCAS dans sa mission premier opérateur municipal de l'action et du développement social, ainsi que dans son rôle de proposition et d'expertise des besoins sociaux des populations les plus fragiles de la commune. Ce rapprochement s'articule autour de la reprise de l'activité petite enfance et sur un élan de mutualisation des services. La reprise de l'activité petite enfance permettra de constituer au sein des services municipaux un ensemble plus cohérent, articulant, notamment dans le cadre du projet éducatif de territoire, la politique en faveur de la petite enfance, avec celle relevant de l'école et des enfants en âge scolaire. L'activité petite enfance telle que gérée par le CCAS représente actuellement 40 agents, 5 bâtiments et un volume financier de plus de 1 820 337 €. Au terme du projet de rapprochement ainsi envisagé, le service petite enfance sera intégré au 1er janvier 2023 à la DGA Ville Jeune et Sportive. Il portera sur la gestion du service petite enfance, point d'accueil unique et coordonnateur qui englobe tous les services petite enfance. Ce transfert de compétences petite enfance entraîne transfert du patrimoine et des agents affectés. La ville de Metz se substituera au CCAS dans tous les contrats, marchés ou conventions nécessaires au fonctionnement et à la gestion du service. Concernant les agents, 43 personnes sont concernées par ce transfert. La création de ce service municipal de la petite enfance se fera dans le strict respect des engagements, pratiques et modes de gestion mis en œuvre jusqu'ici par le CCAS. Elle s'effectuera à effectif constant et sans incidence pour les personnels transférés qui ont la garantie de la neutralité de ces changements sur leur situation individuelle. Le rapprochement du CCAS s'articule également sur la mutualisation dans un souci d'efficience afin de renforcer les liens fonctionnels entre les deux entités. Il est prévu une mutualisation des fonctions ressources permettant ainsi au CCAS de s'adjoindre les compétences des services de la ville de Metz via la fourniture de concours et d'expertise, les dispositions générales propres aux ressources humaines ainsi qu'aux modalités d'organisation des concours apportés par la ville de Metz au bon fonctionnement du CCAS. Ils feront l'objet de délibérations et conventions dédiées dont il appartiendra à l'Assemblée d'en approuver les termes. On demande des questions ou... Non, c'est bon. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le principe d'une reprise par la ville de Metz de l'activité petite enfance au 1er janvier 2023. Chargé, monsieur le maire, de préparer ce transfert de compétences sous tous ses aspects, patrimoniaux, humains, financiers, juridiques, ainsi que la convention de gestion commune CCAS. Dire que ce transfert de la compétence petite enfance du CCAS vers la commune fera l'objet de délibérations ultérieures afin qu'il puisse être finalisé.
Sachez qu'il y aura d'autres délibérations de principe, il y en aura d'autres ici à la fin de l'année. Ça, c'est une délibération de principe. Y a-t-il des questions ou des observations? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 6, fiscalité, taux d'exonération de 2 ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. Les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties, PFPB, en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Je rappelle que par la délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal a évoqué une limitation de cette exonération à 2 ans à 40% de la base imposable pour les immeubles à usage d'habitation. La liste Agir Promesse avait alors proposé un amendement qui avait été rejeté visant à favoriser les jeunes ménages et les familles désireuses de vivre à Metz. Nous souhaitons aujourd'hui, dans le but de faciliter l'installation des jeunes ménages et des familles sur la commune de Metz, soumettre à l'approbation du conseil municipal une limitation de l'exonération à 40% aux immeubles non financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L 301 à 306-6 du Code de la construction et du prêt conventionné. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 40% de la base imposable le taux d'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion du bâtiment bureau en logement pour les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés prévus aux articles L 306 et 301-6 du Code de la construction ou de prêt conventionné. Et dire que cette limitation à 40% ne s'appliquera pas aux immeubles financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L 301 et à 306 du Code de la construction ou du prêt conventionné qui sont totalement exonérés à 100%. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ça fait 7. Et qui est pour? Merci. Alors la question numéro 7, on a décidé de la retirer. C'est les créances irrécouvrables du budget principal de la ville de Metz. Sous cette non-valeur de montant de 112 434,84. On va se rapprocher du trésor public afin de voir un peu plus près parce que il y a des créances qui peuvent être récupérées car c'est énorme. Il y en a aussi une autre de 24 000 € et puis au CCRS il y en a eu 27 000 €. Je pense qu'à un moment donné c'est quand même de l'argent public, c'est des dettes qui datent de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et je pense voilà. 2010 sur Pilier. Ouais, donc il y en a, voilà, je ne vais pas là pour détailler les sommes ni les personnes, mais je pense qu'il y a des créances qui peuvent être récupérées, donc on va s'y atteler, voilà. On va faire en sorte de se rapprocher de M. Turpin afin de voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc on la retirera, ça sera plus tard, sachant que dans le tas, il y a des personnes qui malheureusement ne sont plus là ou voilà. Question numéro 8. Ressources humaines, régularisation du paiement des indemnités horaires pour travaux spécifiques, IHTS, au profit de M. Ferres Abdelrahmi. Je laisse la parole à M. Séraphin Parra. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, il s'agit en l'occurrence donc de rétablir un certain nombre d'heures supplémentaires au profit de cet agent. Alors, vous avez les textes nationaux qui vous ont mis. Je vous demande simplement de modifier une erreur sur le décret 2008-199 du 27 février et non pas le décret de 208.
Alors, vu la délibération du conseil municipal de la ville de Metz en date du 30 mars, portant sur l'adoption du règlement intérieur et notamment son article 7 relatif à la gestion des heures supplémentaires. Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Metz en date du 23 février 2019, portant sur la concession d'occupation précaire avec astreinte de l'immeuble communal 6 aux 4 rue de la Loge à Metz, attribué à M. Abdelrani Ferres. Considérant que M. Ferres Abdelrani occupe l'emploi permanent d'agent polyvalent et de suivi des bâtiments du service logistique, considérant que M. Ferres Abdelrani est lié en sus de son activité principale à la mairie de Metz par une convention d'occupation précaire d'un logement municipal de fonction afin d'exercer des missions d'ouverture et de fermeture du château Girard et du cimetière de la ville, générant des indemnités horaires pour travaux spécifiques mensuels. Considérant l'arrêt de la convention d'occupation précaire du logement municipal au 1er janvier 2022, entraînant de fait l'arrêt de la mission complémentaire de M. Ferres à la date du 30 juin 2022. Considérant que le cumul important d'IHTS engendré par cette mission, à savoir 354 heures supplémentaires normales et 14 heures supplémentaires de dimanche, il convient de régulariser la situation. Il est proposé à l'Assemblée délibérante que la régularisation en un seul montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. Ferres Abdelrani soit effective en septembre 2022, et ce conformément à l'article 6 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qui précise que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe les représentants du personnel au comité technique compétent. Il est donc demandé au conseil municipal, vu le code général de la fonction publique, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et notamment dans son article 6, après en avoir délibéré, décider de la mise en paiement du cumul des indemnités horaires pour travaux spécifiques de M. Ferres Abdelrani en septembre 2022, préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022, autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Foucasse. Bonsoir à tous. Vous savez que moi, il faut m'expliquer longtemps pour que je comprenne certaines choses. Et donc je vais vous demander un peu plus de précision. Si j'ai bien compris, la précédente municipalité, en échange de ses services de fermeture et d'ouverture du château, avait proposé à cet agent l'occupation du logement. Si j'ai bien compris, hein, peut-être que je me trompe. Et à l'époque, donc, on n'avait pas pensé que cette situation pouvait mener à des problèmes juridiques. Visiblement, il n'y a personne qui a eu cette idée de se dire que peut-être s'il y a une mésentente ou des griefs d'une part ou d'autre, il pouvait arriver un truc comme ça. Parce qu'à 354 € heure, c'est des milliers d'euros. Hein, vous me donnerez le montant si c'est possible. Autour de 5 000 €. Autour de 5 000 €, c'est à peu près ce que je pensais. Ouais. Donc, avec l'argent du contribuable, même s'il y a eu une prestation, hein, je trouve qu'on a été un peu léger. La deuxième question, qui est subsidiaire, il doit y avoir une explication, c'est pourquoi l'arrêt de la convention d'occupation du logement s'est fait au 1er janvier 2022 et l'entraîne de fait l'arrêt de la mission complémentaire de M. Ferres à la date du 30 juin 2022. Je me pose la question pourquoi c'est 6 mois. Il doit y avoir une explication, mais comme je ne l'ai pas, je vous la pose et puis ça peut intéresser
l'Assemblée et les citoyens de la ville. Voilà, je vous remercie. Le temps de trouver une solution alternative qui est encore temporaire, puisque actuellement on est en train d'étudier la possibilité de création d'un vrai emploi sur une fiche d'emploi qui correspond à la collectivité, à la fonction publique territoriale, pour assurer toutes ces missions de surveillance des bâtiments municipaux et notamment de la fermeture du cimetière, du château Girard. Alors pour être plus précis, les heures supplémentaires qu'on vous demande, qui sont là régularisées, correspondent au delta. Normalement, dans le décret de 2002, on limite à 25 heures le nombre d'heures supplémentaires par mois. Et là, c'est encore des heures supplémentaires en plus de ces 25 heures, mais qui remontent à 2018 et avant. Par rapport à la mission de Rani, c'est qu'en plus il a décidé, du jour où il est parti de son logement, il nous a demandé de trouver une solution parce qu'il ne voulait plus fermer le château. Donc on est en train de trouver des solutions parce que d'après les informations sur les heures supplémentaires, je crois qu'on a à peu près 1500 € par mois de fermeture de château. Donc on est en train de voir au sein de la collectivité s'il n'y a pas un agent qui pourrait, mettons, nous trouvant des missions, travailler de 17h avec la fermeture du cimetière, puis d'autres actions, fermeture du château, faire le tour des installations, tourner dans la messe pour voir si à partir quand l'éclairage public s'allume, pour voir s'il n'y a pas des endroits où il y a des ampoules grillées, ou voilà, toute une fiche de travail qui permettrait de faire travailler une personne, on va dire, à 5 heures par jour le soir, voilà. En heure normale et non en heure supplémentaire, ce qui est actuellement le cas et qui coûte très cher à la collectivité. Voilà. Et les heures normales, on a des personnes dans les services aussi qui ont des contraintes médicales ou ils ne peuvent pas soulever de poids, donc on va en interne essayer de trouver la solution justement. Ça serait quand même dommage de prendre une société de sécurité pour fermer, surveiller, surtout en plus avec la crise de l'énergie, on est obligé de faire attention un peu à tout. Donc, une salle qui reste allumée, une station sportive, n'importe quoi. Donc, voilà, donc ça va être une fiche. On est en train d'y travailler là-dessus pour éviter justement ces dérives-là. Voilà. Donc vous confirmez, c'est une dérive, quoi. Tout en sachant qu'on va voir aussi ce que me disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est que ça c'est le trésor public qui nous demande, parce que justement on s'est rapproché d'eux pour voir comment on pourrait faire pour régulariser cette situation. Du moment qu'on ne va pas payer, il faut qu'on soit à les règles, et puis il faut voir aussi avec la préfecture comment ils vont laisser faire ce genre de pratique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Y a-t-il d'autres questions, observations? Aucune. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Focas. Et qui est pour? Merci. Question numéro 9, projet de délibération tarif public, création du tarif pour la sonorisation des locaux. Je laisse la parole à Madame Jiménez Silva. Oui, merci, bonsoir. Dans le cadre donc, de l'organisation des lotos proposés durant l'année pour diverses associations, il convient de décider d'un tarif pour la sonorisation des salles qui les accueilleront. Une technicité particulière est requise pour diffuser simultanément le tirage des lotos dans les 2 salles mises à disposition, la salle Jeanne Houllier, et le Chai de Girard, nécessitant de faire appel à du matériel et du personnel adapté. Cette prestation, évaluée à 200 €, sera facturée aux organisateurs des lotos et sera encaissée par la régie Culture et Festivités. Il est donc proposé de voter donc, au conseil municipal de créer un tarif de sonorisation des lotos à 200 € et dire que la régie Culture et Festivités encaissera ses recettes. Y
Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Aspa. Et juste pour dire, je trouve dommage quand même qu'on demande aux associations de régler 200 € pour organiser des lotos, alors que finalement elles organisent des lotos justement pour gagner de l'argent. Donc c'est vraiment dommage. Alors, je vais répondre à votre question. Sachez que les associations, lorsqu'elles organisent les lotos l'été, payent une sonorisation, un prestataire, qui est relativement plus cher que ce qu'on leur propose là aujourd'hui pour sonoriser 2 salles. Voilà, j'ai répondu à votre question. Merci. Sachez que si on fait 2 salles, c'est parce qu'à l'extérieur, c'est bon, on a besoin que d'une saumon, mais quand on est les 2 salles, vous savez que depuis qu'il y a cette salle ici de la République, si vous faites le loto seulement à l'étage, la rentabilité du loto, elle n'y est plus, donc on a prévu de faire l'autre partie dans le chai. Donc automatiquement, en mettant dans le chai, on est obligé d'avoir toute une technique supplémentaire pour... Voilà. Je veux juste rajouter aussi que le matériel qui est mis à disposition, c'est le matériel qui est mis à disposition gratuitement par la ville de Metz, c'est le matériel de la ville. Les 200 €, c'est pour payer le technicien sur la journée, charge comprise. Y a-t-il d'autres questions ou observations? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, 7, qui est pour. Merci. Question numéro 10, transition énergétique, approbation et signature de la convention de cofinancement de l'étude de faisabilité avec Héro Énergie. Le projet, c'est la rénovation du système de chauffage des écoles Coty et Clémenceau. Marie-Hélène, tu vas ou je te laisse. Alors, Héro Énergie, le département d'Hérault et l'ADEME ont signé en 2016 un contrat territorial d'objectif de développement des énergies renouvelables thermiques baptisé ERA. Ce contrat est reconduit pour 3 ans supplémentaires à partir de juin 2021. Dans le cadre de ce partenariat, Héro Énergie doit notamment accompagner les maîtres d'ouvrage tout au long de leur opération, de la prise de décision jusqu'à la mise en œuvre des projets. C'est dans ce contexte que la ville de Metz a sollicité Héro Énergie pour étudier les possibilités de remplacement des systèmes de chauffage à énergie fossile de l'école maternelle Germaine Coty et de l'école élémentaire Georges Clémenceau par des solutions d'énergie renouvelable thermique et en particulier les chaudières à bois granulées automatiques dans l'objectif de réaliser un réseau technique exploité par la collectivité. La ville de Metz sollicite Héro Énergie dans le cadre de ses compétences afin que celui-ci assure pour son compte la réalisation d'une étude de faisabilité. Une convention entre la ville de Metz et Héro Énergie doit être formalisée pour encadrer ce partenariat et en définir les modalités administratives et financières. Vous avez donc la convention qui est jointe à la délibération. Considérant la politique globale de maîtrise de l'énergie mise en œuvre par la commune dans ses bâtiments et installations techniques, ainsi que sa volonté de réduire rapidement et efficacement la consommation énergétique de ses bâtiments les plus énergivores, considérant l'intérêt pour la collectivité de se faire accompagner en bénéficiant de l'expertise Héro Énergie et de ses partenariats qu'il a noués avec l'ADEME et la région Occitanie, le projet de convention de cofinancement de l'étude de faisabilité proposé par Héro Énergie. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de remplacement du système de chauffage des écoles Coty et Clémenceau par des solutions d'énergie renouvelable thermique durable, d'approuver le projet de convention de cofinancement ci-joint proposé par Héro Énergie et d'autoriser M. le maire à signer la convention avec Héro Énergie et tous les documents afférents à cette décision. Des questions ou des observations? Aucune, donc je mets au vote qui est contre. Oui, Audrey Berg ne participera pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 11. Urbanisme, amélioration de l'habitat, octroi des subventions façade. L'année 2022, je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dalguigo. Bonsoir. Nous avons réuni donc la commission de façade. On était un petit peu seul quand même, puisqu'il y avait beaucoup d'absents. C'était une commission attendue par les porteurs de projets. Donc nous avons
présenter les 10 dossiers premiers, puisqu'il y en a d'autres qui étaient en attente, et on les a renvoyés sur 2023 en fait. Donc ces dossiers ont été présentés, ils ont été examinés. Vous avez donc les montants proposés. Alors les écarts de prix sont justifiés par les montants de travaux de base. Vous avez un plafonnement à 2500 €, mais il y avait aussi dans le règlement une convention pourcentage. Donc, ce qui explique que vous avez par exemple, pour des montants de travaux de 42 000 €, 2500 attribués, pour des montants de 6 500, seulement 1400 attribués. Voilà. Donc tout a été examiné. On a fait des petites observations pour conserver certains éléments de façade. Ça c'est regardé. Regardez, il y a des façades qui doivent être faites où il y a déjà par exemple, des carrelages plaqués qui sont des petits éléments un peu marquants sur certains endroits. Donc, les gens attendaient patiemment que la libération soit votée pour qu'on leur fasse un courrier d'attribution et qu'ils puissent démarrer les travaux. Ensuite, vous avez cette agropole Méditerranée aussi qui a des dossiers aujourd'hui qui ne sont plus du tout liés aux nôtres, c'est des dossiers indépendants. Donc, notre délibération ce soir permettra aux gens de recevoir une copie de cette délibération, un contrat à passer avec les conditions d'exécution, notamment le fait de mettre une banderole sur la façade pendant les travaux, indiquant qu'ils bénéficient de l'aide, etc. Et un contrôle des travaux qui sera réalisé par les services. Voilà. Donc je vous propose donc de voter les dossiers demandés, en précisant qu'il y a des personnes intéressées dans la salle qui ne participeront pas au vote, donc c'est l'avis, parce qu'il y a déjà cette famille qui a déposé le dossier. Voilà. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 12. Adhésion à la charte Faisons des merveilles pour une mer sans déchets à la région Occitanie. Je laisse la parole à Nicolas Noir. Merci, bonjour à tous. J'informe qu'une charte d'engagement moral avec la région Occitanie a été proposée à la commune de Metz afin de promouvoir et améliorer les actions de ramassage citoyen mises en œuvre dans notre ville. Cette charte est portée par le Parlement de la Mer en partenariat avec le label bleu, le CPIE, Bassin d'eau, Sepalmar et le Séquarium Institut Marine. Elle permet d'établir un partenariat avec les collectivités territoriales locales. Outre cette agropole Méditerranée et le département de l'Hérault. Ce partenariat permet d'obtenir des moyens matériels pour les opérations de nettoyage, comme des kits de ramassage citoyen, mais aussi des supports de communication pour promouvoir les actions de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adhérer à la charte Faisons des merveilles pour une mer sans déchets. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette charte. Y a-t-il des questions? Aucune question. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 13. Objet Octobre Rose, convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer, le comité de l'Hérault. Je laisse la parole à Madame Delphine Agné. Bonsoir. Donc j'indique que cette année, la ville de Metz mènera donc des actions dans le cadre d'Octobre Rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et à récolter des fonds au profit de la recherche médicale et scientifique. Pour cette 22e édition, différentes actions s'inscriront dans une campagne de communication se déroulant du samedi 1er octobre au 31 octobre. Pendant ce mois, la ville de Metz souhaite mobiliser les associations culturelles et sportives afin de promouvoir cette opération et récolter des dons auprès de la population. À cette occasion, la commune de Metz a souhaité réaliser un partenariat avec le comité 34 de la Ligue contre le cancer, qui propose de distribuer des tirelires de Ligue contre le cancer aux commerçants volontaires pour récolter des dons qui seront ensuite reversés à cette association à la fin de cette cause. Les modalités de ce partenariat sont définies dans la convention qui vous sont jointes à cette délibération. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de partenariat entre la ville de Metz et le comité 34 de la Ligue contre le cancer.
et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la présente convention ou tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, il y a des questions diverses. Alors, je vais tout d'abord, avant de passer à la question de M. Foucault, je voulais juste faire quelques remarques par rapport à la crise de l'énergie. La guerre en Ukraine impacte lourdement le commerce et notamment celui de l'énergie. Toutes les entreprises et toutes les collectivités territoriales sont touchées par ce phénomène. Les foyers bénéficient d'un prix limitant fortement la hausse des tarifs. Si la commune de Metz n'a pas encore connu l'augmentation grâce au marché de Héro Énergie, notre fournisseur, il n'en sera plus de même en 2023. Date d'entrée en vigueur de nouveaux marchés négociés par Héro Énergie donnent des conditions extrêmement tendues. L'enjeu financier est important et il convient que la commune adopte une réponse déterminée. Les enjeux financiers pour la commune. Le BP 2022 a prévu les sommes suivantes. Gaz, 100 000 €. Électricité pour l'éclairage public, 200 000 €. Électricité pour le bâtiment, 200 000 €. Sans action de la commune, les Hautes-Os annoncent les tarifs de l'énergie sont les suivantes. Gaz multiplié par 3, 300 €, soit plus de 20 000 €. 200 000 €, pardon. Éclairage public multiplié par 25, soit 300 000 €, soit plus 100 000 €. Bâtiment multiplié par 2,5 égale 500 000 €, soit plus 300 000 €. Cela représente une hausse de 600 000 € pour le budget communal, pouvant être porté à 900 000 € en intégral du budget annexe et de CSAS. À cela, il faut ajouter toutes les autres facettes de l'inflation, denrées, produits d'entretien, carburant et l'évolution du point d'indice. C'est un impact énorme sur nos finances à l'état actuel. Dès le mois de mai, la situation s'est emballée, la municipalité a réfléchi au plan à mettre en œuvre. La réponse de la municipalité elle porte sur les diverses sources d'énergie et leur destination. Elle met l'action sur les usages et investissements et elle se mettra en œuvre de manière échelonnée dans le temps. Faire évoluer les usages. 2 pistes sont privilégiées. La réduction de l'éclairage public nocturne. Présenté en réunion publique au Mésois le 7 septembre, son principe a été validé. Il peut engendrer jusqu'à 50% de consommation en moins. Cela suppose une intervention sur le réglage des coffrets par secteur, 50 000 €, et la sensibilisation de tous les usagers des bâtiments communs, afin de promouvoir et respecter les gestes éco-citoyens. Cette phase d'échange doit se dérouler cet automne pour aboutir à des règles d'usage co-construites et une mise en œuvre cet hiver. Agir sur les équipements. 3 orientations sont envisagées. Le remplacement de l'ensemble du parc d'éclairage public. Les nouvelles technologies LED sont moins consommatrices en énergie et peuvent être régulées. Dès début 2022, le conseil municipal a validé les modalités de ces travaux qui seront assurés par Héro Énergie. La commune versant 25% de la TCFE perçue. Et les études sont en cours. Début des travaux 2023 et durée des travaux 4 à 5 ans. Les travaux sur l'enveloppe des bâtiments. Pour cela, Héro Énergie a été mandaté pour réaliser un diagnostic global qui mettra en lumière les bâtiments les plus énergivores et nous permettra de prioriser les interventions, l'isolation, menuiserie. Un budget pluriannuel a été prévu à cet effet dans le PPI et premiers travaux en 2023. Les travaux sur nos équipements. Dans son étude, Héro Énergie analyse également l'état de nos équipements techniques, chaudière. En 2023, la chaudière à gaz de l'école Germain Coty sera remplacée par une chaudière à granule bois, puis l'école Clémenceau connaîtra la même évolution. Cette réponse reçue au printemps a été travaillée tout cet été et va pouvoir se concrétiser tout prochainement. Il y a urgence et la commune déploie un plan ambitieux pour y faire face. La réunion publique sur la réduction de l'éclairage nocturne. Une réunion publique s'est déroulée le mercredi 7 septembre. Elle a réuni près de 150 Mésois. Un très large consensus est apparu sur le principe de réduire l'éclairage public au cœur de la ville. La municipalité travaille maintenant à finaliser le projet technique précis et d'ores et déjà les coffrets de chaque secteur d'éclairage vont être reparamétrés afin de maintenir certains axes principaux de la ville, dont la 613 allumée toute la nuit, 50 000 €. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Sachez qu'il y a beaucoup de collectivités qui font aussi, qui sont dans la même conception
on va dire, sur l'extinction de l'éclairage public. Et après-midi, chez les réunions à l'AGO, l'AGO va faire de même, notamment sur les zones industrielles et sur les bâtiments. La ville de Sec aussi va arrêter l'éclairage public, je crois, de minuit à 7h du matin. Voilà. Donc, il y a plein d'autres communes qui sont lancées. Donc, on est en train de tout mettre en place pour prochainement, d'ici peu, commencer. Voilà, je crois qu'Audrey, tu peux dire un mot là-dessus. Merci Monsieur le maire. Déjà, je remercie le conseil municipal d'avoir signé une convention avec le syndicat dont je suis présidente. Ça n'avait pas été fait jusque-là. Et c'était aussi se priver de techniciens qualifiés et d'aides financières très importantes pour que la ville ait un niveau aujourd'hui supérieur à celui qu'on connaît et soit moins énergivore. En tant qu'élu, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique. Donc on a deux choses à prendre en compte, le dérèglement climatique, mais également le fonctionnement quand on est une commune. Et donc il y a deux parts à regarder sur l'extinction de nuit. C'est l'économie, certes, que ça engendre, mais également le côté environnementalement parlant. Avec nos équipes, on a traversé tous les l'Hérault pendant plus d'1 an pour déjà prévenir les collectivités de cette hausse très importante, puisqu'on a acheté l'énergie à 42 € il y a 2 ans pour l'acheter aujourd'hui à 300 €. Donc cela peut vous signifier l'impact que ça représente sur une facture. Si vous prenez une commune comme Montpellier, c'est 18 millions d'euros supplémentaires sur leur tarification électrique sur l'année 2023. On a commencé à prendre des positions sur 24 et 25, donc on sera un petit peu moins cher sur ces prises de position, mais néanmoins l'impact sur 2023 est énorme. Donc on a fait une réunion publique parce qu'on a plus de la moitié de l'Hérault qui a décidé pour l'instant et qui est convaincu d'avoir éteint la nuit. On a géré le problème de sécurité parce que les rapports de gendarmerie montrent que d'éteindre la nuit ne provoque pas d'insécurité. Ça c'est une très bonne nouvelle et ça permet aussi aux gens de s'apercevoir que d'éteindre n'a pas d'impact sur la sécurité d'une commune. Voilà, donc à partir du 14 il y aura tout le dispositif qui sera mis en place avec 2 axes centrales de Metz qui resteront allumés, la route de Villeveyrac et Général de Gaulle, le 15 étant la nuit des étoiles, donc on a pris ce jour-là pour que le 14 à minuit nos extinctions se fassent sur la commune. Voilà, donc de toute façon c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Pour les 2 raisons que je vous ai expliquées, environnementalement parlant, mais également financièrement parlant. Après, les doléances pourront être données en mairie, il n'y a pas de souci. On peut même mettre un livre d'or pour que vous puissiez communiquer sur vos ressentis et sur ce que vous en pensez également. Agir Promesse, ça a toujours été un collectif qu'on a pris des décisions. On vous les a données au niveau de notre réunion publique il y a un mois de ça, mais on est toujours à même de recevoir les doléances de chacun. Voilà. Sachez aussi que bon, il y a aussi des contraintes, notamment sur la vidéosurveillance, mais bon, tout ça se sera pris en compte. Et puis bon, s'il faut, on va dire, s'adapter sur certains lieux, on le fera. Il n'y a rien qui est fixé. Sur les horaires aussi, on fera en sorte, voilà, qu'il n'y ait pas de gêne. Après l'hiver, il y aura des horaires, et l'été, il y en aura d'autres, puisque bon, pas non plus sur l'île à Colombaise qui, on va dire, l'été, mais il y a une saison quand même estivale où on ne peut pas arrêter l'éclairage à minuit. Donc voilà, tout ça, ça sera pris en compte et ça évoluera au fil du temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'éclairage. Après, je voulais faire un point sur les projets. Sachez que les remparts, le marché de travaux était attribué pour un montant légèrement supérieur à 200 000 €. Début des travaux fin octobre. Durée du chantier 6 mois environ. Subvention État 17%, département 17%, SAM 33%, soit 67% au total. Ensuite, il y aura l'église à 5e tranche. Les marchés de travaux étaient attribués pour un montant d'environ 100 000 €. Début des travaux fin octobre. Subvention département 50%, SAM 25%, soit un total de 75%. L'arrosage du complexe sportif, consultation pour les marchés de travaux en cours, estimation de 140 000 €, travaux en novembre, subvention département 30% en attente, 130%, Hérault Énergie 7%, soit
67% au total. L'achat de 3 tribunes mobiles couvertes de 124 places, marché attribué, subvention de 150%. Et études mobilité en cours, subvention de la région 25%. Sécurité du système informatique en cours, subvention de l'État 80%. Classe numérique mobile livrée opérationnelle, subvention de l'État 70%. ADAP, rénovation énergique des bâtiments, plan vélo, Cagoulou, Chaudière, Granule, Bois, Coty, Clémenceau, rénovation du parc d'éclairage public à l'étude avant réalisation prochaine. Voilà. Sur le port, bon, bien sûr, vous avez vu, il y a le prolongement de la navette maritime, elle est hors DSP SAM jusqu'à novembre. Vous avez demandé la possibilité d'accoster, donc avec le département, nous avons donné l'accord aux prestataires pour qu'ils puissent continuer, même si ce n'est pas tous les jours, il y aura toujours la navette en novembre et en octobre. À l'AGLO, nous allons avoir une réunion sur le rendu de la navette et je pense qu'il y aura des grosses discussions avec l'AGLO au sujet des tarifications, de l'avenir de la navette, car je pense que si c'est une navette, on va dire, de tourisme, il y a aussi le citoyen, on va dire, du territoire, c'est agricole qui en profite, et donc ça serait bien qu'on va se faire en sorte qu'il y ait un prix pour le spécifique aux habitants du territoire, parce que bon, à 7 actuellement, il y a aussi dans les canaux des navettes qui sont, on va dire, occupées par une grosse majorité de touristes et elle est gratuite. Donc je ne vois pas pourquoi le touriste ne payerait pas à 7, il payerait à Metz, du coup le contribuable payerait 2 fois, c'est-à-dire le prix fort à Metz et les impôts. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir une discussion là-dessus, car il faut que cette navette ne soit pas seulement une navette dédiée de tourisme, il faut aussi que les gens puissent en profiter pour d'autres choses. Problème technique au séparateur d'hydrocarbures à l'aire de carénage, entraîné une légère pollution sur 2-3 jours. Une étude pour réparation rapide est en cours. Alors il y a la fermeture de l'aire de carénage et le renvoi des rendez-vous sur Couzig et Marcia. Voilà, sachez que la cuve est en très mauvais état, donc qui va engendrer des travaux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le port. Hier, il y a eu la première commission d'attribution dans le port pour les places du port. C'est une première. Il y a eu 7 anneaux qui ont été attribués. Alors on va faire doucement parce qu'on va appeler les personnes qui ont des anneaux. Il y en a qui attendaient depuis 28 ans. Il ne fallait pas qu'ils aient eu choc. Donc on va faire attention à les appelants. Voilà. Le premier il a attendu depuis 1994. Je pense qu'il ne va pas voir, il va pas y croire. On va le faire. Ensuite, il y avait une question de M. Foucasse par rapport à la déchetterie. Donc je laisse M. Foucasse poser la question. Oui, merci. Quand on crée un service public, quel que soit le service public, c'est pour répondre à un besoin, pour répondre à un besoin collectif. Et là, en ce qui concerne les déchets, c'est pour débarrasser les gens de leurs déchets et essayer de leur permettre de les déposer quelque part, ailleurs que dans la garrigue, ou que dans la nature, ou que même sur la voie publique. Et donc, moi, je considère que c'est de l'absurdité d'essayer de restreindre l'accès à ce service public. Et c'est une politique qui est assumée aujourd'hui par les personnes, par l'entité qui est en charge de notre déchetterie. Je parle de notre déchetterie parce que c'est celle que je connais, hein. Je ne suis pas allé voir sur le territoire de l'AGLO comment ça fonctionnait ailleurs. Moi, ce que je vois et ce que beaucoup d'associations voient, c'est une prolifération des dépôts sauvages suite à un certain nombre de décisions. Le fait que ce ne soit pas très clair, 1 mètre cube par jour, puis à la déchetterie c'est 1 mètre cube sur 4 jours, c'est ce qui est inscrit à la déchetterie.
ça crée un peu la confusion. Moi, je sais pas, vous devez être dans le même cas que moi, mais moi, quand je ne vais pas aller à la déchetterie pendant 10 mois, par exemple, et puis si un jour je décide de faire les déchets verts, je vais y aller 3 fois dans la journée. D'accord? C'est pas parce qu'on va restreindre l'accès que les haies vont arrêter de pousser, qu'on va arrêter d'avoir des déchets, on va toujours avoir le même nombre de déchets. Alors, après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on préfère que la garrigue soit en train de se pourrir par des dépôts sauvages, qu'ils soient de professionnels ou de particuliers, hein? Ou est-ce qu'on reprend une politique logique vis-à-vis des particuliers avec leur rythme à eux? Et peut-être, on en avait parlé à l'époque, il devait y avoir une déchetterie pour les professionnels aussi. Je voulais savoir où ça en était, entre parenthèses, je pose cette question. Et donc, nous, on n'est pas représentés à l'agglo. On a des représentants à l'agglo qui sont de la majorité, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et je voulais savoir quelle est votre position par rapport à cela. Parce que là, ça urge. J'ai jamais vu ça en 20 ans. Le nombre de déchets sauvages qui sont en train de proliférer, ça fait mal au cœur. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Bocas, vous avez entièrement raison sur tout ce que vous dites. Encore au dernier conseil communautaire, la dernière fois, Madame Magne je remercie monsieur le maire, on a pu faire l'étude sur des tests sur la déchetterie de Metz. Déjà, je n'ai pas ni la compétence, ni je n'ai pas les bonnes autorisations, puisqu'ils ont fait ça, nous sommes comme le demandiez. Je peux vous dire, on peut demander à Nouma, ça a été même très chaud, et d'ailleurs souvent vous êtes destinataire des envois et des mails que j'ai avec l'AGLO. Je lui ai dit par contre, je lui ai dit encore la semaine dernière, par contre il va falloir qu'on se voit par rapport aux déchets dans les garrigues et tout ce qui joue. Alors aujourd'hui, comme vous me posez la question, j'ai fait esprit, et ça tombe bien parce que finalement ça conforte ce que vous dites. J'ai demandé à l'AGLO qui m'envoie les comptes rendus à la fois de la brigade territoriale et puis ce qui se passe sur la déchetterie. En gros, la déchetterie, il y a eu une baisse de 29% des apports d'une année à l'autre. Alors, là-dessus, ce que je sais, c'est qu'il y avait certains endroits où les artisans, ils étaient sur le sud, ils étaient soi-disant taxés. Donc, ils passaient sur le nord, ils mettaient. Et sur le nord, il y a beaucoup de gens aussi qui font du travail au noir aussi, et eux, du coup, ils passent plus. Alors, les chiffres que j'ai, par exemple, je vais vous prendre, depuis que ça a démarré, le nombre de passages au mois, c'était 3726. Jusqu'à août, on est monté à 4677 passages par mois. C'est-à-dire à nos alentours entre 120 et 150 passages par jour. Et par contre, les professionnels, c'est de 7, au maxi, c'est 9 professionnels qui viennent seulement à la déchetterie. Après les chiffres qu'on m'a donnés. Alors après, il y a quelque chose qui me fait rire un peu, je reçois une constat de la brigade territoriale qui m'annonce que l'année dernière, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, il y a eu au total 9 dépôts sauvages. 9 constats. 9 constats, 4 encombrants, 1 déchet vert et 4 gravats. Ça, c'est. Et là, cette année, il y en a 15, mais alors ce que je constate, c'est que c'est du 20 avril à septembre. C'est-à-dire, alors, à la sortie de mars, les statistiques démontrent que sur les 2 années observées, les encombrants sur la nature des déchets que l'on retrouve le plus dans les dépôts sauvages, après les gravats et les déchets verts. On ne peut pas parler pour le moment d'une réelle augmentation des dépôts sauvages pour ces 3 communes qui ont accès à la déchetterie de Metz. En 2021, il y a eu 21 dépôts sauvages constatés, en 2022, il y en a eu 22. Voilà ce qu'on me dit. La brigade territoriale a constaté lors des services de surveillance sur la commune que des dépôts sauvages constatés en 2020 et 2021 ont été enlevés en 2022. Quand
Enfin, je dis ça, en effet, mais quand je regarde par rapport au nombre de mois, voilà, parce que là, il faut le mettre au nombre de mois, c'est-à-dire que sur le MES, l'année dernière, il y en a eu 9, cette année, il y en a eu 36, c'est-à-dire 4 fois plus. Voilà. Donc, demain, je vais à nouveau leur envoyer ce petit message en leur disant, je vais vous confirmer, nous dire sur les déchets. Après, par rapport à, j'ai eu une discussion encore une fois avec Madame Magne, parce que par rapport au nombre de mètres cubes sur la déchetterie, pareil, je suis dans le même cas que toi, je n'y vais pas de l'année, et puis au moment de faire la haie, j'y vais avec 4-5 remorques dans la journée. Et je dis comment je fais. Alors si tu as une propre remorque, toi, tu en gardes, tu vas demain, après-demain, et si tu le fais faire par quelqu'un, ou si tu te fais prêter une remorque, et bien le gars, il peut y jeter. Automatiquement, il y a un mec, à un moment donné, il va. Alors elle me dit oui, mais ce mètre cube, c'est juste pour freiner. Oui, non, mais moi je parle du principe que quand tu mets ces interdits, mais tu n'y passes pas. Et voilà. Donc, je pense que là-dessus, il va falloir avoir des discussions, parce que quand on va arriver au printemps, ça va être catastrophique. Ce que je disais, c'est assumer de freiner. Freiner quelque chose qu'on n'a pas à freiner. C'est le seul endroit où on jette les déchets. Après, sachez quand même, par rapport aux artisans aussi, c'est que tout ce qui est carton, tout ça, c'est pas payant. Ils peuvent l'amener à la déchetterie. Moi, si tu veux dire un petit mot là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a de gros problèmes là-dessus. Les cartons, c'est gratuit. La ferraille, c'est gratuit. Tout ce qui peut le valoriser, on peut l'amener gratuitement. Et j'ai eu M. Réamour au téléphone, et effectivement, ils ont dit qu'ils avaient fait l'expérience sur MES pour ces cartes. Et je lui ai demandé, maintenant que l'expérience a quand même avancé depuis quelques mois, il faudrait peut-être le mettre dans les communes du sud maintenant, parce que au nord là, mais au sud, ils ont toujours rien. Donc c'est soit on l'enlève pour tout le monde, soit on le met pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Mais je rejoins quand même ce que Gilles dit, c'est quand même pas normal qu'on n'ait pas le droit d'amener ce qu'on doit amener à la déchetterie, et les gens ne peuvent pas le garder dans le garage, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le jeter dans la nature, ce qui n'est pas normal. Alors le lendemain, le jour où ils nous ont mis le badge, j'ai pris ma moto et je suis parti à la déchetterie de Sept-Voies. Je suis arrivé là-bas, je suis allé voir, et en effet là-bas il n'y a pas de badge, il n'y a aucun contrôle, tu passes en bas. Donc de suite j'ai appelé là, j'ai dit comment se fait, vous me dites cassette, et finalement il n'y a que nous. Donc là je vous dis, il va y avoir encore une fois aussi des discussions par rapport à la déchetterie. Bon, apparemment ils vont le faire aussi à 7 ans, mais bon, il y a pas mal de choses qui se font. Moi ce que je remarque, et ça je ne m'empêche pas de le dire, c'est que plus on va, plus on perd du service, et plus ça coûte cher, parce que les brigades territoriales, excusez-moi, je ne les vois pas beaucoup, je parle souvent avec beaucoup d'agriculteurs, ils te disent qu'ils ne viennent plus, mais ça c'était à prévoir. Quand on est passé de 6 brigades territoriales, on est passé à un territoire multiplié par 3, c'est pas faute de l'avoir dit, on est toujours sur un effectif de 6 avec un territoire 3 fois plus grand, donc on les voit de moins en moins. Voilà, donc on va être vigilant là-dessus. Moi déjà demain, par rapport aux chiffres qu'ils m'ont envoyés aujourd'hui, on va en discuter. Je vous dis au dernier conseil communautaire, dans l'Assemblée, M. Goudard était présent, je lui ai dit à Mme Magne, je lui ai dit il va falloir qu'on voit pour les encombrants, parce que pour les peaux sauvages, parce que c'est catastrophique. Nous on le voit, on va courir chaque semaine, on va courir un peu dans la garrigue. Celui qui fait du vélo, qui va promener, voit bien qu'il y a beaucoup de gens ou même les viticulteurs, les agriculteurs, voient bien qu'au bout d'une vigne ou des chemins, il y a des gens qui se déversent. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Mais par contre, je pense qu'il va falloir quand même qu'ils prennent leur disposition pour les déchets verts, notamment au printemps, parce que là vraiment, ça va être vraiment un problème. Quant à l'agrandissement, bon, Jean-Christophe est là il le sait, c'était le problème qu'ils avaient eu déjà avec cette déchetterie. Malheureusement, avec le monument, c'est une zone archéologique, ils ne veulent pas
on n'a pas le droit de l'agrandir, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même un lieu qui est stratégiquement qui est bien placé. Ça permet à Pierre Villerand de venir. Donc, ou alors il faut leur trouver un autre terrain pour qu'ils puissent s'agrandir et faire une nouvelle aire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les déchets. Alors pour information, il y avait un projet il y a déjà 5 ans, à la fin de la communauté de communes, puisqu'il y avait interdiction à cause de la zone archéologique d'agrandir les quais et de travailler sur cet endroit-là. Il y avait un projet qui avait été déposé contre le terrain 4x4 au Masgaric. Il y avait un rectangle qui avait été tracé et ça suffisait à faire une déchetterie neuve avec un accès à l'entrée-sortie, un grand rectangle qui permettait de travailler sur du neuf. Donc c'était le projet, il était ficelé. Il y avait l'accord de la commune à avoir et les crédits à mettre. Il y avait pour 800 000 €. C'était tout prêt. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas l'actualité à prendre. Il n'y a plus de... comme ça. Oui, monsieur Espa. Juste un détail, je ne vais pas intervenir et arrêter les débats. Au sujet des subventions, j'ai entendu tribune, subvention 150%. Non, c'est 50. Subvention pour les communes est à hauteur de 50%. D'ailleurs, monsieur le maire, à ce sujet, nous nous étions engagés à Gépromès pendant la campagne à ce que le contribuable maison ne paye plus 100% des projets de la commune comme c'était fait par le passé. Donc, je vois que, d'après ce que vous avez présenté, il y a beaucoup de projets donc, qui sont subventionnés à hauteur de 60-70%. Donc je pense que nous devons remercier donc, nos partenaires financiers qui sont l'État, la région, l'AGLO et le département bien sûr. Bon, écoutez, l'ordre du jour est, on va dire, utilisé. Je vous souhaite bonne fin de soirée. Par contre, on n'a pas mis la début, pour notre prochain conseil, ce sera début novembre. Voilà, on se donnera la date de